So we're going to start now with Clémence Maillochon's presentation. So Clémence Maillochon is a PhD student in contemporary history at Université de Haute-Alsace. Her work focuses on movements opposing French nuclear testing from Algeria to Polynesia, and she has several publications under work on these themes. Since 2019, her research has led her to collect testimonies from Saharans, Polynesians, and veterans to carry out a study of protest modes and societal changes induced by military experimentation in indigenous territories. She participates to a research program as well on the Experimentation Center in the Pacific in association with la Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique. Donc Clémence, je vais vous laisser la parole désormais. Merci Aurore pour cette présentation. Je vais lancer mon PowerPoint. Bonjour à tous. Alors, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce panel de me recevoir aujourd'hui. Donc, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui est en lien avec celui de ma thèse sur les essais nucléaires, à savoir donc les expérimentations d'armes chimiques, un sujet qui, comme cela a été évoqué, reste fort peu étudié. Donc, le titre de ce panel, des recherches impossibles à la forme interrogative, m'a interpellée, puisque c'était une question que je me suis moi-même posée depuis il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux essais chimiques, puisqu'ils ont été menés en Algérie, tout comme les premiers essais nucléaires français, et que ces histoires donc s'entrecroisent sur de nombreux sujets. Pendant ma collecte de sources primaires sur le nucléaire, il m'est arrivé plusieurs fois de trouver des documents qui concernaient le chimique. Je pense notamment à une séance de consultation d'archives diplomatiques où j'ai eu la surprise de trouver une pochette concernant B2Namous qui était assez conséquente et ne figurait pas dans la description qui était donnée de ce carton, puisqu'il concernait l'évacuation de la base aérienne de Reagan en 1967, donc en lien avec les premiers essais nucléaires français. B2Namous, c'est donc le nom d'un site d'essai chimique qui se trouve dans l'oued du même nom, l'oued Namous, actif à partir de 1935 jusqu'à la fin des années 70 environ, voire jusqu'au début des années 80, selon certains témoignages de militaires algériens. La période d'activité reste encore assez complexe à dater, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ces essais ont perduré après l'indépendance algérienne en 1962. Vous pouvez donc voir le site ici à droite de la carte, qui se trouve dans une zone isolée, qui est une des caractéristiques de ce type de site militaire, qui se trouve également à proximité de la ville de Béchar, à gauche, et également proche de la frontière marocaine que l'on aperçoit sur cette carte. L'enjeu qui m'intéresse ici, c'est la question du secret. Le secret d'État, le secret des archives et le secret autour de l'existence même de B2Namous, puisque ce site n'a été révélé au public qu'en 1997. Il a été révélé donc par la sortie d'un article dans le Nouvel Observateur par Vincent Jauvert, qui est un journaliste qui a retrouvé des mentions de ce site dans les archives du service historique de la Défense. Donc, une fois le scandale médiatique passé, l'Algérie a demandé des comptes à Paris, notamment sur le nettoyage des sites. On dispose encore de très peu d'informations sur cette thématique, mais plusieurs perspectives de recherche différentes semblent se distinguer. Déjà à travers les travaux d'Étienne Aucouturier sur la guerre biologique, qui mentionne, comme l'a fait Vincent Jauvert, plusieurs archives du SHD, et qui souligne également la diversité des sujets à explorer sur cette thématique. Également, après 1997, il y a eu des recherches menées avec des collectes de témoignages d'anciens employés, des recherches qui ont été principalement menées par des militants, notamment des militants antinucléaires. Je pense en particulier à l'équipe de l'Observatoire des armements à Lyon, qui est un centre de recherche indépendant tenu par des militants qui vient régulièrement dénoncer les conséquences des essais et collecte de la documentation sur tout ce qui concerne l'industrie de l'armement.
Alors, comme cela a été évoqué dans l'introduction, l'accès aux archives étatiques reste difficile. Celle sur les essais nucléaires s'ouvre progressivement depuis l'été 2020 dans le cadre d'un programme de recherche dans lequel j'ai travaillé. Un effort a été fait par le SHD, par les archives nationales qui déclassifient progressivement des cartons et on retrouve également des documents qui concernent le chimique et en particulier B2Namous dans les cartons sur les essais en Algérie. Une particularité des essais d'armes chimiques est qu'elles sont encore plus complexes à identifier que les fonds d'archives sur les essais nucléaires, puisque l'armée française est passée par une entreprise civile, la Sotedeg, une filiale donc, du groupe Thomson, afin de couvrir la nature militaire du site. Puisqu'en fait, ces essais donc, ont perduré après 1962, donc après l'indépendance algérienne, dans une période où les essais français et la présence militaire française n'étaient plus tolérés, en particulier par les pays voisins, désormais indépendants, qui exerçaient une pression diplomatique sur Alger. L'armée française a donc dû progressivement quitter ses bases expérimentales et spatiales, puisqu'il y avait également des sites spatiaux sous 5 ans, qui était une condition donc, accordée par l'Algérie dans les annexes des accords d'Évian. Néanmoins, dans ces annexes, B2Namous n'est pas mentionné, puisque des accords secrets entre la France et les hautes sphères algériennes ont permis de conserver l'utilisation du polygone après l'indépendance et après cette période de 5 ans. En contrepartie, l'Algérie a obtenu un accord de coopération militaire et scientifique dont la portée reste aujourd'hui encore inexplorée. L'accord a été renouvelé dans le plus grand secret pendant 2 décennies, un secret qui a été également maintenu au niveau local puisque l'existence du site mettait à mal la souveraineté nationale algérienne. Les autres bases militaires françaises sont donc démantelées en 1967 et selon les archives que j'ai pu consulter, du matériel est rapatrié à B2Namous. On en retrouve ainsi des mentions dans les fonds diplomatiques qui sont librement ouverts au public. Des documents qui mentionnent également donc, la coopération militaire avec l'armée de libération nationale algérienne, qui laisse entrevoir de nombreuses possibilités de recherche très intéressantes. On y trouve également un livret avec des photographies du site. Ici, c'est donc un livret de présentation qui résume les activités de B2Namous, que j'ai trouvé donc, dans le carton sur l'évacuation de Reagan en 1967. Alors, on ne sait pas exactement encore pour l'instant jusqu'à quand ont perduré ces essais, puisque, par exemple, en 2017, le général Rachid Benitez a écrit dans ses mémoires que les essais se sont poursuivis jusqu'en 1986. Après, ce sont des sources à mettre dans leur contexte, puisqu'il explique également dans ses mémoires que le ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika, n'était pas au courant de l'existence de ces accords. Mais lorsqu'on connaît les rivalités entre les deux hommes, on doit évidemment replacer ce témoignage dans son contexte politique. Donc, on a également la présence d'un organigramme dont l'étude permettrait de mieux comprendre le fonctionnement du site et d'identifier d'autres fonds d'archives. Au niveau des types d'essais, il y a eu donc des essais de différents vecteurs, comme le relève Étienne Couturier, avec des campagnes d'essais secrètes qui portaient le nom d'Aromates, qui se déroulait donc plusieurs fois par an, un pont aérien également secret qui reliait les activités de recherche de la région parisienne à B2Namous en passant par Istres et Boussefer, et donc des incertitudes, comme je disais, au niveau de la fin de période de ces essais. On aperçoit ici B2 tel qu'il était en 1966, avec un ensemble de bâtiments qui constituent sa zone vie. Selon les témoignages collectés par le militant Bruno Barillot, on a donc quelques témoignages qui vont retranscrire l'ambiance qui régnait sur les sites. On retrouve également un témoignage écrit par l'ancien député du Finistère, Bertrand Cousin, qui travaillait à cette période, qui raconte donc comment les soldats étaient chargés de récupérer des échantillons sur le polygone après les essais, et mentionne également la présence d'observateurs étrangers. Donc, il raconte: imaginez 20 marsouins habillés au milieu du désert, en combinaison étanche, portant bottes et surbottes, gants et surgants, masque à gaz enrobé d'une cagoule jetable. Une telle recherche intéressait diablement nos alliés, et quelle ne fut pas ma surprise de voir arriver à B2 des spécialistes américains et hollandais de la guerre chimique. Fin de citation.
On peut donc imaginer que des archives sur B2 puissent se retrouver également dans des fonds américains qui resteraient explorés. D'autres types de témoignages se distinguent, en particulier ceux des populations avoisinantes, qui ont donc été collectés par le journal d'investigation algérien El Watan. Je cite ici une interview du maire du village le plus proche du site datant de 2019. Les lieux d'essai, qui étaient naguère délimités par le fil barbelé, ne le sont plus, parce que ce barbelé a servi pour clôture à des nomades. Mais aussi, les piquets de clôture ont été vendus à des éleveurs qui ont plus peur du voleur de moutons que de l'environnement que porte ce mouton. Fin de citation. Alors, dans l'extrait de cette interview, je retrouve également des éléments que j'ai pu collecter en réalisant mon terrain d'études à Heinecker, où des Touaregs me confiaient que les sites d'essai français ont été visités après le départ de l'armée et que de nombreux matériaux laissés sur place ont été réutilisés par les populations pour diverses installations, pour construire des maisons, pour construire des canalisations. Et donc que le périmètre de sécurité qui est régulièrement évoqué dans certaines publications, notamment du CEVA, n'est en fait pas du tout respecté. Donc pour finir sur les sources, les archives diplomatiques attestent donc d'une coopération de l'armée algérienne pour maintenir le secret du site. Néanmoins, l'activité du personnel a été parfois remarquée. Donc, cette question du secret vient souvent se heurter au facteur humain. Par exemple, ici, on peut voir donc une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères français en 1969. Il s'agit donc en fait d'une alerte sur le risque de compromission du site, puisque du personnel est allé à la chasse à la gazelle avec un hélicoptère, donc une activité assez remarquée par les populations voisines. Donc on retrouve dans cet épisode assez grotesque, mais un élément qui semble pouvoir venir percer ce secret, qui n'a pas été à l'origine d'une révélation des activités militaires, mais on a un certain nombre de commentaires qui ont été faits, que l'on retrouve, avec lesquels on retrouve des similitudes avec les essais nucléaires, comme par exemple une interview de Pierre Messmer, qui explique en 1997, après la sortie de l'article du Nouvel Observateur, que les essais chimiques tombaient sous le coup d'accords très discrets avec l'État algérien, et qui explique: au Sahara, comme on le sait, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Les expérimentations de la France à Bédenamous ne gênaient pas du tout l'Algérie. Au contraire, je dirais que cela apportait autour du site une certaine activité qui a complètement disparu quand nous avons fermé le centre. Fin de citation. Donc, dans cette interview, l'ancien ministre des Armées minimise également les conséquences sanitaires de ces essais et vient insister sur l'apport économique pour les populations. Et il réutilise à ce moment-là les mêmes argumentaires qui sont avancés dans le cas des essais nucléaires, et notamment à la fin des essais nucléaires en 1996, où il y a toute une communication étatique qui vient vanter les mérites économiques, une communication qui s'est également étalée sur toute la période des essais nucléaires, qui vient justifier l'emploi de ces armes de manière expérimentale comme un bénéfice économique pour les populations en balayant complètement les risques sanitaires et environnementaux. Donc en conclusion, ce que je voulais expliquer à travers cette présentation, c'est qu'effectivement, le choix d'un tel sujet de recherche semble à première vue complexe. Néanmoins, il me semble très important de dépasser ces a priori, puisque comme tous les sujets qui touchent aux expérimentations nucléaires, il y a évidemment des contraintes en termes d'accès aux archives étatiques, mais pourtant, il y a de nombreuses pistes à explorer. Certaines archives tombent sous le coup de dérogation, certaines archives sont très difficiles d'accès. Pourtant, de nombreux cartons restent en accès libre, comme par exemple le carton sur Reagan de 1967. Donc, des archives étatiques sur Benamous sont accessibles, elles restent éparses et nécessiteraient donc d'être cartographiées. Deuxièmement, des archives privées existent, ont été collectées donc, par des militants. On peut retrouver donc, des témoignages de vétérans, d'employés français comme algériens ayant travaillé sur le site. Et pour finir, je vais finir donc sur une question que je me pose encore, celle de l'accès au terrain.
puisque cela reste toujours une interrogation importante concernant l'Algérie qui délivre assez difficilement des visas aux chercheurs, notamment pour étudier de tels sujets. Pourtant, les témoignages d'habitants proches de l'Oued Namus pourraient permettre d'étudier son impact sur le mode de vie des populations sahariennes. Donc, de nombreuses pistes restent ouvertes, notamment sur le choix du site, sa maintenance, les types de tirs ou encore la coopération franco-algérienne. Je vous remercie pour votre attention.